Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. Les temps de paix créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Cette phrase, souvent attribuée à divers penseurs, résume une vérité dérangeante sur la nature cyclique de l'histoire. Nous aimons penser à l'histoire comme une ligne droite, une progression constante vers un avenir meilleur, une ascension continue vers le progrès. Mais si cette vision était une illusion, si l'histoire n'était pas une flèche pointée vers le ciel, mais une roue qui tourne inlassablement, nous ramenant toujours à notre point de départ. Pensez à Rome. Pendant près de 1000 ans, elle fut le centre du monde, un colosse de pierre et de loi. Ses légions étaient invincibles, son influence sans limite, et pourtant elle est tombée. Pensez à l'Union soviétique, une superpuissance qui semblait éternelle, dont les missiles nucléaires tenaient le monde en otage. En l'espace de quelques années, elle s'est désintégrée. L'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, a vu son étoile pâlir jusqu'à devenir une puissance parmi d'autres. L'histoire n'est pas un cimetière d'empires qui ont eu la malchance de s'effondrer, c'est une suite ininterrompue de chutes, toutes aussi prévisibles les unes que les autres. La question n'est donc pas de savoir si notre civilisation s'effondrera, mais quand et comment. Et pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur les mécanismes cachés qui gouvernent ces cycles. Deux théories puissantes nous offrent des clés de lecture. La première est la théorie générationnelle de Strauss et Howe. Selon eux, l'histoire avance par cycles d'environ 80 à 100 ans, la durée d'une longue vie humaine. Chaque cycle, appelé séculum, est composé de 4 tournants ou turning d'une vingtaine d'années chacun qui correspondent à une saison. Il y a le high, une période d'après-crise où les institutions sont fortes et l'individualisme est faible. Puis vient l'awakening, un réveil spirituel et culturel où l'on remet en question l'ordre établi. Ensuite, l'unraveling, le délitement, où les institutions s'affaiblissent et l'individualisme triomphe. Et enfin la crisis, le 4e tournant. C'est une période de destruction et de bouleversement où les anciennes structures s'effondrent et où une nouvelle société est forgée dans le feu. Une guerre, une révolution, une crise économique dévastatrice. Après cette crise, un nouveau high commence et le cycle recommence. Où sommes-nous aujourd'hui ? Selon les auteurs, nous sommes entrés dans le 4e tournant au moment de la crise financière de 2008. Nous sommes dans la période de crise. Le deuxième mécanisme est ce que l'historien Graham Allison a nommé le piège de Thucydide. Nommé d'après l'historien antique qui a analysé la guerre du Péloponnèse, ce piège décrit la dynamique dangereuse qui se produit lorsqu'une puissance émergente menace de détrôner une puissance dominante. La puissance en place, rongée par la peur de perdre son statut, et la puissance montante, animée par l'ambition et le sentiment d'être bridée, entre dans une spirale de méfiance et d'hostilité qui rend la guerre presque inévitable. Sur les 16 derniers cas historiques étudiés par Allison, 12 ont mené à la guerre. Aujourd'hui, la relation entre les États-Unis et la Chine ressemble de manière troublante à ce scénario classique. Ces deux théories ne sont pas des prophéties, mais des modèles basés sur des schémas historiques récurrents. Et lorsque nous les utilisons pour regarder notre époque, les parallèles avec la fin d'autres grands empires, notamment Rome, deviennent glaçants. Prenons l'Empire romain tardif. Politiquement, il était marqué par une instabilité chronique, des empereurs assassinés, des guerres civiles et une perte de confiance totale dans les institutions. Le Sénat, autrefois le cœur de la République, n'était plus qu'une chambre d'enregistrement sans pouvoir réel. La corruption était endémique. La bureaucratie était devenue si lourde et inefficace qu'elle paralysait l'État. Regardons notre monde. Une polarisation politique extrême qui rend tout compromis impossible, une méfiance record envers les gouvernements et les médias des leaders qui semblent plus préoccupés par leur réélection que par le bien commun, et une bureaucratie mondiale tentaculaire qui semble souvent déconnectée des réalités locales. La ressemblance est frappante. Économiquement, Rome souffrait d'une dévaluation monétaire constante. Pour financer ses armées et son train de vie, l'État frappait des pièces avec de moins en moins de métaux précieux. L'inflation était galopante, ruinant la classe moyenne et creusant les inégalités. Les impôts devenaient insupportables, écrasant les petits propriétaires et les artisans. La dépendance envers le pain et les jeux, les distributions gratuites de nourriture et les divertissements publics pour calmer la population vidaient les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous avons
des dettes publiques qui atteignent des niveaux astronomiques, des banques centrales qui injectent des milliers de milliards dans l'économie, créant des bulles spéculatives et une inflation qui ronge le pouvoir d'achat. Les inégalités de richesse n'ont jamais été aussi extrêmes, et l'État-providence, notre version moderne du pain et des jeux, semble de plus en plus insoutenable. Socialement, la fin de Rome a vu une crise des valeurs traditionnelles. La famille, pilier de la société, s'est affaiblie. C'est le civisme, le sens du devoir envers la communauté, s'est érodé au profit d'un individualisme hédoniste. Les élites se retirèrent dans leurs villas luxueuses, indifférentes au sort du commun des mortels. Une forme de décadence culturelle, un sentiment de fin de partie, imprégnait l'air. Notre époque ne résonne-t-elle pas de ces mêmes échos ? Une culture du narcissisme encouragée par les réseaux sociaux, un déclin des liens communautaires, une perte de sens et de grands récits collectifs, et une élite mondiale de plus en plus déconnectée, vivant dans sa propre bulle. Enfin, militairement, Rome externalisait de plus en plus sa défense à des mercenaires barbares dont la loyauté était pour le moins volatile. Ces frontières, immenses et poreuses, devenaient impossibles à défendre contre les vagues migratoires et les incursions. L'armée romaine, autrefois une force de citoyens soldats, était devenue une armée de métiers coûteuse et souvent politisée. Aujourd'hui, nos armées sont technologiquement avancées, mais numériquement réduites. Les guerres ne sont plus menées par des citoyens en masse, mais par des professionnels et des drones. Et nos frontières, qu'elles soient physiques ou numériques, sont constamment mises à l'épreuve par des flux migratoires, des cyberattaques et des menaces non étatiques. Le cycle de Strauss-Howe nous place dans la crise. Le piège de Thucydide se referme. Et les parallèles avec la chute de Rome sont trop nombreux et trop précis pour être ignorés. Nous sommes les hommes faibles créés par les temps de paix. Notre société, en apparence si puissante, est peut-être plus fragile qu'elle ne l'a jamais été. Nous nous tenons au bord du précipice, au crépuscule d'un cycle. La chute n'est peut-être pas un événement cataclysmique unique, comme une météorite frappant la Terre. Elle peut être un long et lent déclin, une agonie de plusieurs décennies, où le monde que nous connaissons se délite petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. La question la plus angoissante n'est pas de savoir si notre empire va tomber, mais ce qui viendra après. L'histoire nous enseigne que de chaque effondrement naît quelque chose de nouveau. Après la chute de Rome sont venus les âges sombres, mais aussi, éventuellement, la Renaissance. Que sortira-t-il des ruines de notre monde ? Un nouvel ordre mondial ? Un retour à des formes de société plus locales et tribales, un âge sombre technologique, ou une nouvelle renaissance spirituelle ? Nous vivons une époque à la fois terrifiante et fascinante. Nous sommes les témoins et les acteurs de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Les temps difficiles sont devant nous. La seule question qui reste est de savoir s'ils forgeront, une fois de plus, des hommes forts. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion sur les grands cycles de l'histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.